Bonsoir, avant de commencer notre histoire, je voulais parler d'un problème de plus en plus présent. Un souci malheureusement trop léger pour l'époque pour qu'on en parle, mais il fait des dégâts sur beaucoup d'enfants. Souvent, ces enfants ont le sentiment de voir les choses autrement que tous. Le monde autour d'eux souligne bien chaque jour, en cours, durant la récréation, qu'ils ne sont pas comme eux, qu'ils sont bizarres, différents. Et là, je ne dis que des mots légers pour que ça passe avec les nouvelles règles de YouTube. Il y a l'isolement et inévitablement le conflit. C'est dans un sens ce qui peut forger une armure pour le futur. En plus, leur normalité est créée sur la loi du plus grand nombre. Alors, a-t-on vraiment envie de leur ressembler? Dans l'histoire que je vais vous conter maintenant, nous allons suivre un jeune Indien qui lui aussi était différent des autres de son âge. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans une tribu indienne, il y a fort longtemps, un des enfants n'avait aucune qualité pour la chasse ni la pêche, à peine pour la cueillette. Il passait par contre tout son temps à sculpter des petits cailloux, des bouts de bois pour reproduire leur hutte, pour reproduire leur chasse des poissons, les élans et bien d'autres choses. Malheureusement, à cette époque, il fallait survivre. Le temps passa et le père de cet enfant avait souvent des remarques d'autres hommes quand il était à la chasse, car leur fils à eux savait déjà chasser, savait déjà pêcher. Il pouvait subvenir à la tribu, la nourrir. Donc il se moquait éperdument de lui et de son fils. Le père, blessé dans son orgueil, alla voir son fils, et il lui interdit de faire ses sculptures. Il lui ordonna de chasser tous les jours afin d'apprendre. Il lui donna un arc qu'il avait fabriqué spécialement pour lui. L'enfant prit l'arc et dit à son père, voulant le rendre fier, qu'il partira de ce pas à l'instant pour apprendre du mieux possible. Son père lui dit que pour s'entraîner seul, il faut aller plutôt du côté de la façade du canyon, qui a un versant qui tombe dans la forêt aux grands arbres. L'enfant acquiesça. Il partit donc en direction de là où son père lui a indiqué. Il était déçu, car il aimait tellement la sculpture, il aimait tellement laisser libre cours à son imagination. Mais, malgré sa déception, il ne voulait surtout pas déshonorer l'honneur de son père. Et il alla donc s'entraîner là où les hauteurs des montagnes se jettent dans la forêt, non loin de leur campement. Bien sûr, il loupa énormément de cibles. À un moment, il prit le temps de viser un lapin. Il retint son souffle, mit la flèche en ligne avec le lapin et lâcha celle-ci. Loupé. Il se dit que il n'était vraiment pas fait pour la chasse. Mais le lapin fit peur à un bouquetin qui grimpa le long de la paroi. Indirectement, celui-ci venait de montrer un chemin qui n'était pas visible. Il le suivit, manquant de tomber de la paroi plusieurs fois. Elle était abrupte et vraiment, ce n'était pas un chemin pour un homme. À force, il découvrit un passage dans le flanc de la montagne, en surplomb de l'emplacement du camp. De là, il pouvait voir tout le monde s'affairer à leurs tâches dans le campement.
Il se cacha dans le petit couloir. Le petit muret extérieur au versant de la montagne avait été comme sculpté. Il était très fin, à peine une dizaine de centimètres, et sa longueur faisait de 5 à 6 mètres. Ce n'était pas un couloir et un passage fait naturellement, il en était sûr. Lui vint une idée. Il pourrait rendre fier son père en allant chasser et s'entraîner, et aussi faire ce qu'il aime. Son idée était de réaliser les têtes qu'il y avait au niveau du totem au milieu de leur village avec des corps humains. Et une fois fini, il aurait fait tomber la partie fine de ce couloir et tout le monde aurait pu voir son travail. Là, obligatoirement, son père aurait été immensément fier de son fils qui aurait mené à bien un travail si minutieux et si beau. Sachant déjà comment il allait sculpter les divinités qu'il y avait sur son totem, il décida de rentrer chez lui et expliquer son aventure de chasse, en omettant bien sûr de dire qu'il avait trouvé un passage dans la montagne. Chaque jour, avant de se rendre à son lieu de sculpture, il se prend un moment pour chasser. Sans le vouloir, il progresse. D'un petit oiseau, il a réussi en une semaine à avoir un lièvre à l'arc. L'envie de continuer sa sculpture l'avait indirectement motivé à être meilleur pour chasser. Les jours passèrent entre ses courts moments de chasse dans ce magnifique paysage et son travail habile à sculpter ces humanoïdes à tête de dieu du totem. De temps en temps, il profitait de sa hauteur pour regarder leur campement. Il était posté un peu avant la fin de ce grand canyon qui, jadis, selon le sorcier, avait sauvé leur ancêtre. Oui, le sorcier disait que ce grand canyon les avait préservés d'un grand malheur et qu'il les avait cachés à l'intérieur de lui. Ces paroles n'avaient aucun sens, bien sûr, mais c'était l'histoire de notre campement. Avant d'arriver à son fameux chemin dans la montagne, il devait traverser une forêt avec de grands arbres très hauts et larges. On y voyait, malgré la taille imposante de ces magnifiques arbres, assez bien. Mais il cachait tout de même le ciel, et pour ne pas se perdre, il n'avait pas d'autre moyen que de se diriger par rapport à la mousse qui poussait au nord de ces arbres. Partout, entre ces magnifiques géants, il y avait de la fougère, des petits arbustes. À chaque fois qu'il traversait cette forêt, il était subjugué par la beauté et la grandeur de ces arbres, comme son peuple l'a toujours été en communion avec la nature. Un jour où il était en train de sculpter tranquillement, et que sa curiosité était plus grande que les autres jours, il se permit de faire un petit tour plus loin dans la montagne. Cette petite excursion lui avait permis d'obtenir de meilleurs outils pour sculpter. On lui avait montré comment s'en servir, mais il fallait qu'il les prenne en main. Il apprit d'abord à s'en servir loin des sculptures qu'il avait commencées. Il était hors de question qu'il abîme le travail qu'il avait fait depuis tout ce temps. Quand il vit que ces outils lui permettaient de faire des entailles dans la pierre comme si celle-ci était molle, il comprit comment doser la puissance en les utilisant, et il sut que ces outils l'aideraient grandement à finir son travail au plus vite. Effectivement, peu après avoir trouvé ces outils, il finit ses sculptures. Il décide de préparer le terrain et de commencer à découper le petit mur fin
pour le faire tomber à un moment dit qu'il aurait choisi. Il rejoint son père un peu plus tard, et lui montrant qu'il avait eu un lièvre d'une taille plus que respectable, lui parla sans le vouloir du totem et des dieux qui étaient gravés dans celui-ci. Il lui demande s'il les avait déjà vus et qui ils étaient, d'où ils venaient. Le père trouva les questions de son fils un peu étranges. Personne n'avait vu les dieux totems. Même le sorcier du village ne les a pas vus. La discussion se finit ainsi, et ils mangèrent le lièvre qu'il avait chassé, et il se coucha. Le lendemain, son père partit à la chasse pendant que son fils allait faire sa routine. Il était inquiet, vu la discussion qu'il avait eue avec lui, car personne ne parlait des dieux totems. Il en parla donc avec ses amis de chasse, qui lui conseillèrent d'en parler au chef. Une fois rentré, il alla voir le sorcier et le chef. Le chef et le sorcier dirent au père qu'ils voulaient convoquer l'enfant et le faire devant toute la tribu, car soit il avait des rêves divinatoires, soit il sombrait dans une folie. L'enfant, ne sachant pas du tout ce qui se tramait dans son dos, continua à préparer le passage afin de faire tomber cette pierre. Il avait tellement hâte que tout le village découvre les sculptures qu'il avait réalisées dans la paroi de la montagne. Ces êtres humanoïdes avec la tête des créatures qu'il y a gravées dans le totem sacré ne pouvaient que faire un effet positif sur le village. Il avait bientôt fini, il entaille pour finir ce rectangle par le côté intérieur de la caverne. Il débuta par le bas du dernier mur, pour rejoindre la ligne haute qu'il avait aussi terminée, ce qui finira à l'angle droit du rectangle, mais à mi-chemin, il se dit qu'il devrait rentrer, car la nuit était en train de tomber. Revenant vers sa hutte, il pensait déjà au lendemain, quand il ferait tomber ce petit muret, avec ce qui restait à découper, juste un petit mètre seulement. Il n'avait plus grand-chose à faire pour que tout le village découvre son œuvre. En plus, il avait fait de sorte que l'entrée de la caverne ne se verrait pas. Il tenait à préserver ce qu'il y avait dans la caverne, là où il avait trouvé les outils qui l'avaient tant aidé à aller plus vite. Par contre, il voulait absolument que tout le monde ait vue sur ses sculptures. Il avait fait un travail exceptionnel. Elles étaient d'une beauté sans pareille, simplement magnifiques. Elles se mariaient à la montagne avec grâce. Il se dit que du bas du village, il verrait bien les trois divinités. Et en plus, avec le soleil du matin qui éclaire la paroi de ce côté-là, il y aurait un effet de lumière, juste comme si on voulait que le soleil éclaire les dieux totems. Ses parents l'accompagnèrent vers la hutte du chef, en lui expliquant que celui-ci ainsi que le sorcier voulaient le voir et lui poser des questions sur son intérêt par rapport aux dieux totems. Il n'était pas tranquille. Il trouvait vraiment étrange qui était convoqué à son âge devant le village. Normalement, c'était pour des fautes graves ou des récompenses pour un fait d'armes ou de chasse exceptionnelle. De plus, une tempête était en train de se lever. Les éclairs, le vent, la pluie battante. On entendait même des roches dévaler de la paroi. Personne ne s'en inquiétait. Ça arrivait souvent durant les fortes tempêtes comme ce soir. Les éboulements résonnaient dans le canyon. Tout le clan, sauf les gardes dans des huttes plus loin, était installé dans la grande hutte pour assister au rituel du sorcier. Il fallait savoir pourquoi l'enfant parlait des visages des dieux.
et également, accessoirement, rassurer son père. Mais le sorcier était beaucoup plus intrigué par l'intérêt de l'enfant pour les dieux totems. Le feu faisait des petites explosions au rythme de la poudre que le sorcier envoyait dedans, levant les mains et bougeant le buste de gauche à droite, chantant avec des sons anciens. Le tam-tam résonnait également à proximité. Il était placé juste devant le sorcier et le chef du village. Le sorcier aspirait de grandes bouffées du calumet. Puis il le donne au jeune. Celui-ci le prend et aspire une bouffée également. Puis le rend au sorcier. Il tousse légèrement pour ne pas perturber le rituel, car la gorge est totalement irritée par la fumée qu'il vient d'aspirer. Quand le sorcier reprend une bouffée afin que leurs deux esprits soient en accord, il lui demande pour quelle raison il a interrogé son père sur les dieux. Là, l'enfant le regarde, ne sachant quoi répondre. Il est tellement impressionné par tout ce rituel et il n'est pas habitué à parler devant tout le village. À force de réfléchir et surtout par peur, l'enfant dit qu'il a rêvé d'eux. Un silence tombe dans la hutte. Le sorcier se rapprocha de l'oreille du chef, murmurant des mots inaudibles de là où il est. Quand, d'un coup, un éclair fusa, et un des gardes arriva trempé et essoufflé dans la grande hutte. Il était marmonnant, bafouillant. Les dieux nous regardent, disait-il. Ils sont dans la montagne à côté de nous. L'enfant comprit que le muret avait été achevé par la tempête. Mais là, le sorcier dit à toute l'assemblée dans la hutte, cet enfant est le messager des dieux. On doit plus que tout respecter sa famille. Le père était réellement fier de son fils qu'il avait mis au monde, son fils qui était devenu une oreille des dieux totems. Le sorcier le prit sous son aile et lui apprit tout ce qu'il savait pour que plus tard il puisse le remplacer. Bien évidemment, notre jeune ami ne révéla jamais que c'était lui qui avait sculpté la montagne, et omit surtout de révéler que les outils qu'il avait aidés lui avaient été donnés par des créatures géantes qui ressemblent à des fourmis.